qu'elle s'avère et encore de nos jours indispensable et qu'elle apparaît comme une nécessité à chaque tournant de l'histoire. Alors, je voudrais vous poser la question, que pensez-vous précisément des sanctions qui sont actuellement infligées à la Russie et que pensez-vous de la politique française à cet égard? Alors, les sanctions appliquées contre la Russie, il faut savoir qu'en réalité, ce sont des sanctions qui ne gênent que la France. Essentiellement la France, on va dire. En quoi consistent ces sanctions? Il y a des sanctions militaires pour l'armement, évidemment. Alors évidemment, la France devait vendre des bateaux, ce sont les navires Mistral, les fameux navires Mistral, que la France ne peut pas livrer à la Russie. Alors vous imaginez, vous êtes un fabricant d'armes et vous avez un contrat avec un client. Le client vous a payé d'avance et vous ne le livrez pas. Vous imaginez l'effet que ça peut faire au niveau international. Vous êtes complètement décrédibilisé. C'est une sanction qui décrédibilise complètement le complexe militaro-industriel français. Tout à fait. Personne ne va plus vous acheter quoi que ce soit. On vous paye d'avance, on vous paye cash et vous ne livrez pas. Tout à fait. D'une manière générale, effectivement, la règle, c'est de respecter les contrats qui ont été signés. Voilà, tout à fait. Que ce soit dans le privé ou que ce soit au niveau de la nation. Bon. Donc, il faut savoir que la France est en concurrence. Il y a 3 grands armuriers dans le monde. C'est la Russie, la France et les États-Unis. C'est les 3 gros, les 3 gros exportateurs d'armes. Donc là, c'est la France qui est directement visée. Ce n'est pas du tout la Russie. Bon, les deuxièmes sanctions concernent les équipements pétroliers. Alors les équipements pétroliers, encore une fois, c'est la France, c'est Total. Qui c'est qui a investi énormément en Russie? C'est Total. Donc c'est Total qui a été gêné et qui est directement visé, évidemment. Alors la troisième sanction, ce sont les transactions monétaires, les transactions bancaires. Et encore une troisième fois, c'est la France. Parce que comme par hasard, c'est la France qui est... Quel est le pays, quelles sont les banques qui ont le plus investi en Russie? Et ce sont les banques françaises. Donc ce sont les banques françaises qui vont être les plus gênées. Ces sanctions gênent essentiellement la France. Donc on voit que l'Europe, en fait, dans la dernière entrevue que nous avons eue, vous avez parlé de Mitterrand qui disait que la France était en guerre économique avec les États-Unis. Et là, on a un excellent exemple. C'est vraiment la guerre économique. C'est-à-dire que l'Europe est utilisée comme moyen de guerre économique contre la France par les États-Unis. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que le même moyen est utilisé pour l'Iran. Lorsque les Américains ont appliqué les sanctions contre l'Iran, eh bien, la France, qui avait presque tout le marché automobile en Iran, les exportations françaises d'automobiles ont diminué de 75%. Et comme par hasard, eh bien, les exportations automobiles américaines ont augmenté de 50%. Donc on voit que les Américains, eux, de leur côté, ne respectent pas ces blocus qu'eux-mêmes imposent. Donc on est vraiment en pleine guerre économique. Et comme par hasard, on s'aperçoit que pour la Russie, eh bien, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit que les échanges entre les États-Unis et la Russie ont augmenté. Alors ça, on n'en est pas très sûr, parce que ça a été une déclaration de Poutine. C'est Poutine qui a dit ça, qui a dit que les exportations, il a trouvé ça bizarre, que en même temps qu'on appliquait des sanctions économiques, l'Europe était obligée d'appliquer des sanctions économiques, eh bien, les États-Unis, de leur côté, avaient augmenté leurs échanges avec la Russie. Et comme par hasard, ça concernait l'armement. Oui, effectivement, un hasard. Alors on n'est pas sûr, parce que ça, c'est Dixit Poutine et Dixit l'ambassadeur de Russie. Il y a peut-être un peu d'intox. Il y a peut-être un peu d'intox, mais le fait que ça s'est déjà produit, et ça on en est sûr, ça s'est déjà produit avec l'Iran, ça fait penser quand même qu'on est vraiment dans la guerre économique. Là. On est vraiment, et c'est là qu'on voit que l'Europe, l'autre jour on parlait d'Europe fédérale. Mais on est en plein dans le sujet, parce que De Gaulle voulait une Europe des nations. Dans une Europe des nations, la France aurait pu donner son veto contre les sanctions. C'est une Europe des nations. Il y avait le Conseil européen où c'était les présidents qui prenaient toutes les décisions. Et là, dans un cas comme ça, la France aurait pu donner son veto et dire non, on ne fera pas, il n'y aura pas de sanctions contre la Russie, parce que ces sanctions nous gênent à nous. Et on aurait pu ne pas les faire. Mais là, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y a un scrutin majoritaire qui fait que ça se fait au nombre de voix et les Français ne sont pas majoritaires. Oui. Tout à fait. Et avec tous les pays qui sont rentrés en Europe, là, notamment les 10 pays anti-russes qui sont rentrés dans l'Europe en 2005, là,
sous la pression américaine, évidemment. Eh bien, voilà ce qu'on a obtenu. On a une perte totale de souveraineté dans notre politique extérieure et économique. Oui, absolument. Et on est en pleine guerre industrielle et les Américains ont marqué un gros point. Alors vous citiez effectivement les conséquences pour l'industrie de l'armement, l'industrie pétrolière. Il faut aussi souligner les conséquences au niveau de l'arrêt des achats de porc pour nos agriculteurs, hein, même si ça n'est pas significatif par rapport aux chiffres en jeu dans l'industrie pétrolière et dans l'industrie de l'armement. Mais il faut savoir que nos éleveurs sont également frappés de plein fouet par ces sanctions. C'est encore pire parce que pour les éleveurs, Poutine a profité des sanctions pour appliquer des sanctions à l'Europe en contrepartie, justement sur les produits agricoles. Et donc ça touche la viande de porc. Et les Français étaient gros exportateurs de porc. Donc non seulement les Français ne peuvent plus exporter de porc, mais les Polonais non plus. Donc que deviennent la viande de porc polonaise? Eh bien les Polonais l'exportent en France. Donc on a une saturation de viande de porc en France, ça a fait chuter les cours de viande de porc en France, et on s'est retrouvé avec les agriculteurs qui sont obligés de vendre du porc à perte. Nos agriculteurs vendent leur porc à perte avec ce système. Vous voyez? Donc, mais ça, Poutine, en fait, ça a fait son affaire, parce que ces agriculteurs sont demandeurs de sanctions économiques, puisque notre agriculture concurrence l'agriculture russe, puisqu'on exporte chez eux. Donc eux, ça fait l'affaire, finalement, ces sanctions font l'affaire des Russes. Oui, absolument. Ça ne gêne que la France. Absolument, absolument. Et on va dire essentiellement la France, parce qu'il y a d'autres pays, puisque la Pologne aussi est gênée, mais bon. Alors, dans votre ouvrage, là, même si on passe d'une époque à l'autre, mais dans votre ouvrage, vous évoquez aussi la guerre froide. Et est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la théorie du péril rouge qui avait été créée en 1919 par le procureur américain Alexander Mitchell Palmer? Oui, alors ça, c'est une affaire qui a été complètement oubliée, mais qui a existé. C'était juste après la guerre de 14, c'était en 1919. Il y a eu une vague d'attentats terroristes aux États-Unis, juste après la prise de pouvoir des communistes, des bolcheviks en Russie. Il y a eu une vague d'attentats aux États-Unis. Et alors c'est très intéressant parce que ces attentats n'ont jamais été élucidés. On ne sait pas qui les a commis. Ça fait un peu penser au 11 septembre. Hein. Vous savez, c'est des attentats, on ne sait pas trop qui les a commis. On a arrêté, c'est l'affaire Sacco et Vanzetti, vous connaissez cette affaire, elle est célèbre cette affaire. Bon, on a arrêté, on sait qu'ils étaient innocents, ces pauvres gars-là. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés, mais en fait, on n'a jamais élucidé ces attentats. Mais ces attentats ont permis de faire déporter tous les opposants gauchistes des États-Unis. Donc les Américains ont créé une espèce de propagande anti-gauchiste qu'on appelait c'est depuis cette époque qu'on a parlé de péril rouge. C'est ce fameux procureur qui a inventé l'expression péril rouge. Donc on a pourchassé les rouges, les communistes, tout ce qui était gauchiste a été poursuivi et même déporté. Il y a eu des déportations. Et alors c'est très curieux parce qu'on s'aperçoit que les États-Unis persécutaient les gauchistes chez eux, mais les encourager chez les autres. Parce que si vous lisez Anthony Sutton, la dernière fois je vous ai parlé des ouvrages d'Anthony Sutton. Absolument. Eh bien, Anthony Sutton a fait un livre sur la Wall Street et les bolcheviks. Et il a prouvé document à l'appui. Hein, il faut lire Anthony Sutton. Hein, je répète encore pour les étudiants, lisez les ouvrages d'Anthony Sutton. Il explique très bien que les États-Unis ont financé la prise de pouvoir des bolcheviks. Il faut savoir que Trotsky était hébergé à New York avec toute sa famille avant de débarquer en Russie. Il a débarqué à Moscou avec un passeport américain signé par Wilson. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Oui, en effet. Et il a débarqué à Moscou en compagnie de banquiers américains. On se demande ce qu'un communiste comme Trotsky faisait avec des banquiers américains à Moscou. C'est assez bizarre, quoi. On peut se poser la question. Et donc voilà. Donc Sutton a bien prouvé que les États-Unis ont financé le bolchevisme en Russie, et ils l'ont persécuté chez eux. C'est-à-dire que on essaye d'éliminer la peste chez soi, mais on la cultive chez l'adversaire. C'est assez intéressant. C'est un peu effectivement, curieux et intéressant.
Et alors, donc cette théorie de la guerre froide, est-ce que vous pensez qu'elle avait finalement pour but d'affaiblir l'axe franco-russe au profit de l'Allemagne, pour favoriser l'Allemagne? Parce qu'on voit dans l'ouvrage quand même un certain nombre d'éléments qui laissent supposer ça dans la stratégie Oui. américaine. Alors, oui. Je vais reprendre ce que je viens de vous dire. C'est que donc les États-Unis ont financé les bolcheviks, les communistes en URSS. Mhm. Mais en même temps, enfin pas en même temps, mais un peu après, Anthony Sutton a écrit un autre ouvrage qu'il faut lire aussi, hein, c'est Wall Street et la prise de pouvoir des nazis Mhm. et de Hitler. Et on voit que les États-Unis ont aussi financé le nazisme. Mm. Ils ont financé le nazisme. La Standard Oil compagnie a financé Himmler. Oui. Ford a financé la prise de pouvoir d'Hitler. Tout à fait. General Electric aussi a financé la prise de pouvoir d'Hitler. Mhm. On sait que tout l'appareil militaro-industriel allemand a été construit avec l'argent américain. Mhm. Les Américains ont investi énormément en Allemagne. C'est Ford qui a construit tous les véhicules de transport de l'armée allemande. Mhm. C'est Opel. Alors Opel appartenait à General Motors. C'est Opel qui a construit les avions, qui a construit les bombardiers. Et ils ont même sous-traité les chars d'assaut allemands. Enfin, ITT aussi a construit les radios, les systèmes de radio pour l'armée allemande. Enfin, les Allemands se sont réarmés grâce aux Américains. Oui. Donc on voit que les Américains... Alors ce qui est factuel, vous voyez savoir ce qui est factuel, c'est que les Américains ont financé d'un côté le communisme en Russie, Mhm. et d'un autre côté, ils ont financé le nazisme en Europe. Enfin, en Allemagne. Mhm. Donc, ils ont financé deux forces antagonistes. Donc, on peut se demander, je ne l'ai pas affirmé dans mon livre, mais quand même, on peut se demander si le fait d'avoir financé deux forces antagonistes n'a pas été fait exprès pour éviter tout rapprochement entre la Russie et l'Allemagne, et l'Europe, Et l'Europe et la France et général. l'Allemagne en général. Mm. On peut se le demander. Moi, je ne l'ai pas affirmé parce qu'on n'a pas de preuves. On ne peut pas savoir ce que pensaient les gens. Là, on n'est plus dans le factuel. On est dans le procès d'intention. Mais on est quand même en droit de se le demander, d'autant plus qu'actuellement, c'est la stratégie américaine qui est appliquée actuellement et qui est reconnue, qui est revendiquée. Mhm. Je vous ai parlé de Brzezinski. Alors, je recommande encore une fois de plus aux étudiants, lisez Brzezinski. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier. Brzezinski, c'est le conseiller militaire d'Obama et de Carter, Jimmy Carter. Eh bien, il a écrit un bouquin en 1997 qui s'appelle Le Grand Échiquier, dans lequel il explique qu'il faut absolument isoler la Russie et la tenir éloignée de l'Europe. Pour dominer le monde, pour que les États-Unis dominent le monde, ils ont absolument besoin de maintenir la Russie éloignée de l'Europe. Donc, on voit qu'il y a cette stratégie existe maintenant, elle est revendiquée maintenant depuis 1997, elle est appliquée, parce qu'on voit bien que la propagande de la guerre froide sert à ça, à éloigner la Russie de l'Europe. De l'Europe. Et du reste du monde, en fait. Parce que les Américains ont compris que si un pays d'Europe s'allie avec la Russie, il va dominer l'Europe. Il pourra exercer une domination totale sur l'Europe. Donc ils ne veulent pas ça. Pour éviter ça, ils ont besoin, eux, d'une alliance avec l'Europe. Brzezinski explique tout ça dans son ouvrage. Et bon, alors vous allez me dire, Brzezinski, c'est loin après, c'est 97, là on parle de 1919. Mais Brzezinski n'a pas inventé cette théorie. Cette théorie existe déjà depuis 1904. Cette théorie existe depuis 1904, elle a été écrite par les Anglais, par un stratège anglais qui s'appelait Mackinder. Il a écrit un ouvrage en 1904 dans lequel il explique que la Russie doit être absolument écartée, éloignée de la première puissance d'Europe qui était l'Allemagne à l'époque. À l'époque, c'était l'Allemagne. Après la guerre, c'est devenu la France. Donc, cette stratégie existait déjà, elle était déjà élaborée, écrite, connue chez les Anglais. Mais il se trouve que si on regarde un petit peu, si on fouille, on s'aperçoit que le conseiller de Wilson, du président Wilson, qui était le président américain en 1919, eh bien le conseiller de Wilson, qui s'appelait le colonel House, faisait partie d'un think tank anglais. Je vais même dire qu'il le dirigeait. Il dirigeait un think tank anglais qui était très anti-russe,
qui s'appelait le Round Table. Alors il ne faut pas confondre ce Round Table-là avec le Round Table de l'acte unique européen dont j'ai parlé la dernière fois, c'est pas le même. Absolument. Bon, c'est un vieux think tank qui remonte au siècle dernier. Donc le conseiller de Wilson faisait partie de ce think tank, lequel think tank anglais était très anti-russe et était financé par la banque JP Morgan, qui était une banque américaine. Donc c'est quand même curieux, on peut quand même s'interroger, se demander si, quand je dis que le colonel Howe était le conseiller de Wilson, je pourrais dire même que c'était la tête pensante de Wilson, c'était lui qui prenait les décisions. Donc on peut se demander si Howe n'a pas été initié à ces techniques anglaises, qui étaient anglaises, de vouloir éloigner la Russie de l'Europe. Je ne l'ai pas affirmé dans mon livre, mais on peut se le demander, on peut s'interroger, il y aurait des études intéressantes à faire là-dessus. Je pense qu'il y aurait à fouiller là-dessus. D'autant plus que les Anglais ont déjà utilisé ce genre de stratégie pendant la Révolution française. Pendant la Révolution française, les Anglais finançaient à la fois les royalistes, les chouans, et à la fois les révolutionnaires les plus extrêmes, les coupeurs de tête, les dangereux terroristes. Ils finançaient les deux partis pour créer une opposition et pour créer du désordre en France. Donc cette idée de subventionner deux partis opposés pour les opposer, pour éviter tout accord et pour créer du désordre, en fait, c'est pas d'hier, quoi. C'est quand même des stratégies qui existent qui ont été pratiquées depuis longtemps, qui ont été théorisées depuis 1904 et qui ont été reprises récemment et qui sont appliquées. On voit bien qu'elles sont appliquées depuis longtemps. On voit bien qu'on fait tout pour tenir la Russie écartée de l'Europe. Hein. Ouais, il suffit de voir les médias, il suffit de voir la politique anti-Poutine qui est pratiquée dans les médias. Dès qu'il y a une tempête, c'est la faute de Poutine. C'est très net, effectivement. Et effectivement, dans votre ouvrage, on retrouve bien ce faisceau de présomption qui... J'ai rien affirmé, mais on peut quand même s'interroger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, tout à fait. C'est assez étonnant quand même. D'ailleurs, effectivement, oui, à la lecture de l'ouvrage, on voit bien qu'on retrouve tous ces éléments que vous développez depuis le début du siècle dernier. Et effectivement, ça interpelle. Alors, vous évoquez aussi dans cet ouvrage l'affaire des Sudètes, l'annexion des Sudètes accordée à Hitler, on peut le dire comme ça, je crois. Oui. Et vous évoquez la proposition qui avait été faite en 1937 d'envoyer l'armée rouge ou 38, oui, d'envoyer donc l'armée rouge au secours de la Tchécoslovaquie quand cette fameuse affaire des Sudètes a éclaté. Est-ce que vous pourriez rappeler un peu à nos auditeurs ce qu'était cette affaire des Sudètes ? Oui, c'était une affaire assez compliquée. On est toujours dans le problème de la Russie. On est toujours sur la Russie. Voilà, on est toujours sur le problème de la Russie qu'il faut absolument tenir éloigné de l'Europe. Déjà, il faut que vous ayez la notion de géostratégie, la géostratégie américaine et française, la géostratégie en général. Il faut savoir il faut tenir compte de la géographie. C'est-à-dire que la France est géographiquement encerclée par l'Allemagne d'un côté et les pays anglo-saxons de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas notre faute, mais la France est disposée pour être encerclée par ces deux entités, le monde anglo-saxon et le monde allemand. C'est une opposition géographique, mais qui en fait une opposition économique, parce qu'on s'aperçoit que les Allemands revendiquent, comme ils sont proches, ils revendiquent toujours des provinces comme l'Alsace et la Lorraine. Les Anglais vont revendiquer, au Moyen-Âge, ils revendiquaient la Normandie et l'Aquitaine. Donc on est toujours dans ces... et puis maintenant, plus récemment, c'était la Belgique. Bon, on est toujours dans ces rivalités économiques, et la France se retrouve encerclée. Et ça date pas d'hier, ça date du Moyen-Âge, depuis la bataille de Bouvines. Donc la France est toujours encerclée, c'est géographique. Et ça, c'est reconnu par Brzezinski. Vous lisez Brzezinski, il explique bien que c'est la géographie qui conditionne la politique d'un pays. Donc il faut bien comprendre ça. Et si la France veut sortir de cet encerclement, le seul moyen d'en sortir, c'est d'encercler l'encercleur. C'est-à-dire de trouver un pays encore plus éloigné qui permette d'encercler cet étau qui encercle la France. Et c'est la Russie. Actuellement, c'est plutôt la Russie. Le pays fort qui peut soutenir la France, c'est la Russie. Donc l'alliance franco-russe, c'est pour ça que De Gaulle disait que l'alliance franco-russe était une nécessité. C'était une nécessité. Alors ce qui s'est passé en 1938, c'est qu'on était toujours dans cette rivalité où la France
était isolée, la France aurait dû s'allier avec la Russie. La France cherchait à s'allier avec la Russie. Malheureusement, tous nos politiciens ne l'ont pas compris, qu'il fallait s'allier avec la Russie. Donc il y avait un politicien qui s'appelait Louis Barthou, qui avait réussi à négocier une alliance avec la Russie, mais il ne faisait pas l'unanimité. Et les Anglais, de leur côté, pour répliquer à cette alliance, ont fait une alliance avec l'Allemagne. Les Anglais se sont alliés avec l'Allemagne. Ils ont violé le traité de Versailles. Ils ont autorisé l'Allemagne à se réarmer, à réarmer leur flotte. Évidemment, Hitler s'est senti des ailes poussées. Et alors, le plus grave, c'est que non seulement les Anglais ont réarmé la flotte allemande, mais le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Halifax, est allé voir Hitler. Et il est allé l'encourager secrètement à envahir les Sudètes et à annexer l'Autriche. Il faut savoir que quand Hitler a annexé les Sudètes, en 1938, là, c'est ce dont vous parlez, il a été encouragé par les Anglais. Il n'a pas fait ça tout seul. Il avait l'aval des Anglais. Et quand il a annexé l'Autriche, c'était pareil. Évidemment, la France n'était pas au courant. Alors, lorsque Hitler a envahi les Sudètes, il est évident que les Anglais ne voulaient surtout pas intervenir. Les Anglais étaient les alliés des Allemands. Nous cherchions à nous allier avec les Russes, mais très timidement. Très timidement, nous avions une alliance qui était... Nous n'avions pas d'alliance militaire. On avait signé un petit traité à minima. C'était Laval qui avait signé le traité, parce que Louis Barthou a été assassiné entre-temps, à mon avis avec la complicité des Allemands. Parce que Louis Barthou, c'était l'homme de l'alliance franco-russe. Il a été assassiné, donc il n'a pas pu intervenir. Et la France s'est retrouvée totalement isolée, et les anglo-saxons, les Américains comme les Anglais, ont tout fait pour négocier avec Hitler et pour écarter la Russie des négociations de Munich, de la conférence de Munich. Ce sont les Anglais qui ont organisé la conférence de Munich. Ils ont convoqué Hitler, ils ont convoqué Mussolini, ils ont organisé une entrevue. Avec la France était convoquée aussi, mais la Russie a été tenue à l'écart. La Russie avait proposé son aide. Staline voulait envoyer son armée en Tchécoslovaquie pour secourir l'armée tchécoslovaque, et il a été tenu à l'écart. Et là, à mon avis, c'est Daladier qui gouvernait. Il est tombé dans un piège, il est tombé dans un traquenard. Bon, il faut savoir que les Français se méfiaient des Russes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Russes nous avaient abandonnés pendant la guerre de 14, en 1917, en plein combat. Et on avait failli perdre la guerre de 14 à cause de ça, suite à l'abandon des Russes. Et les Russes avaient refusé de rembourser les emprunts russes. Il ne faut pas oublier, c'est très important ça. Les Russes ont refusé de rembourser les emprunts russes. Donc la Russie était considérée comme un pays non fiable. Je pense que c'était un tort. La Russie était fiable. Mais à l'époque, la Russie était considérée comme un pays non fiable. Donc elle a été tenue à l'écart. Et Daladier, les Français préféraient s'allier avec les Anglais. Ils considéraient que l'Angleterre était un allié plus fiable, parce que les Anglais nous avaient suivis jusqu'à la fin de la guerre de 14, par opposition aux Russes. Je pense que c'était une erreur, parce que les Anglais négociaient avec les Allemands, ce n'était pas du tout nos alliés à l'époque. L'allié fiable, c'était Staline à l'époque. Je pense qu'on a fait une fausse manœuvre, on s'est laissé embobiner dans cette conférence de Munich, et d'ailleurs, Daladier s'en est aperçu, parce qu'à la fin de la conférence, il a vu que Chamberlain, le président anglais, continuait à négocier, à discuter avec Hitler, alors que la conférence était finie. Lui, il était parti, il avait oublié. Il est revenu dans la salle parce qu'il avait oublié un papier, je ne sais pas ce qu'il avait oublié. Et il a retrouvé, il s'est retrouvé nez à nez avec Hitler et Chamberlain qui étaient en train de parler, de papoter, de se raconter des histoires. Il dit, tiens, en fait, tout était prévu, tout était arrangé dans le dos de la France. Oui, tout à fait. Et on peut penser en fait qu'une alliance franco-russe aurait permis d'assurer un leadership finalement de cette alliance sur le continent, comme vous le précisez. Oui, c'est ce que voulaient éviter les anglo-saxons, je pense. Qu'il y ait une trop grande domination française. Et ça a très bien marché. Le problème, c'est qu'après, ça s'est retourné contre nous, enfin contre tout le monde en fait, parce que cette alliance qu'ils ont voulu éviter, ils l'ont obtenue, puisqu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Elle a eu lieu, cette alliance. Parce que Staline a été plus malin que les Anglais, finalement. Recevons aujourd'hui M. Pierre Douat, qui est venu nous parler de son ouvrage, paru aux éditions Marsan, ce que vous avez toujours voulu savoir sur la France et que l'on vous a caché. Alors, nous étions sur la Russie, juste avant cet intermède musical.
Moi, il y a une question que je me pose, c'est au travers de ce que j'ai pu lire, est-ce que vous pensez que finalement la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être évitée s'il y avait eu cette fameuse alliance franco-russe? Alors, s'il y avait eu cette alliance franco-russe, je ne peux pas dire, parce que c'est de la politique fiction. C'est de la politique fiction, en C'est de la effet. politique Oui. fiction, et là, on peut toujours imaginer plein de choses. Évidemment, s'il y avait eu l'alliance franco-russe, je pense qu'en 1900, à mon avis, c'est surtout quand les Allemands ont réenvahi la Rhénanie. Mhm. Quand les Allemands ont remilitarisé la Rhénanie, ça c'était en 1936. Là, on aurait pu intervenir parce que les Russes voulaient déjà nous aider. Il y avait non seulement les Russes, mais les Polonais voulaient nous aider pour intervenir. Et là, si on avait intervenu, les Allemands auraient été vaincus très facilement parce que leur armée était très inférieure à la nôtre. Oui. Donc, à ce moment-là, certainement que si on avait pu réussir, si Louis Barthou avait pu réaliser son alliance franco-russe avant d'être assassiné, là, on n'aurait fait qu'une bouchée des Allemands à ce moment-là. Et Hitler se serait probablement suicidé. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais alors, par contre, concernant la Tchécoslovaquie en 1938, pardon, là, on est quand même 2 ans plus tard. Oui. L'armée allemande est déjà beaucoup plus forte, mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est pas l'armée de 1940. C'est pas l'armée de 1940. Il faut savoir une chose, c'est que les généraux allemands étaient prêts à renverser Hitler en cas d'alliance franco-russe. Pour éviter une guerre sur 2 fronts, comme en 1914, parce qu'ils avaient perdu la guerre à cause de ça, parce qu'ils avaient fait une guerre sur 2 fronts, les généraux allemands étaient prêts à renverser Hitler, à organiser un putsch, en cas de guerre sur 2 fronts. Donc si on avait accepté, si nos politiciens avaient accepté cette alliance franco-russe et qu'on était intervenu contre l'Allemagne à ce moment-là, au moment de la Tchécoslovaquie, il faut savoir aussi que la Tchécoslovaquie avait 500 chars. C'était quand même pas un petit pays. Ils avaient les meilleurs chars du monde. Les meilleurs chars du monde, c'était les chars français et les chars tchécoslovaques. Donc on avait les meilleurs chars, ils avaient 500 chars et ils avaient des lignes de fortification qui étaient semblables à celles de la ligne Maginot. Donc ils avaient de quoi résister quand même. Et donc je pense que s'il y avait eu un affrontement entre la Russie, la France, la Tchécoslovaquie, tout ça contre l'Allemagne, je peux pas dire. Je peux pas dire, on peut pas présumer de ce qui se serait passé. On peut pas savoir non plus si le putsch aurait réussi, le putsch contre Hitler. Donc on est vraiment dans la politique fiction, je peux pas vous dire. Tout à fait. Est-ce que le putsch aurait réussi? Est-ce que la guerre aurait été gagnée par la France? On ne sait pas. C'est vrai que l'armée allemande n'était pas prête, mais c'est vrai que nous, on n'était pas terribles non plus. Les Russes étaient bien prêts. Les Russes avaient 3000 avions. Je crois qu'ils avaient 1500 chars. Ils avaient une armée qui était très, très conséquente. Mais on ne peut vraiment pas dire. C'est très difficile à évaluer. En 36, ça c'est sûr. Mais en 38, je peux pas trop. En tout cas, on n'aurait pas été ridicule comme on a été en 1940, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que si les Anglais nous avaient soutenus, si les Anglais avaient été loyaux, s'ils nous avaient soutenus, je pense que là, les Allemands n'auraient pas. Je pense qu'ils auraient reculé. Oui. Ils auraient reculé s'ils avaient eu l'Angleterre. Parce que l'Angleterre aurait entraîné les États-Unis, donc les Allemands n'auraient pas pris le risque de faire une guerre comme ça, contre toutes les puissances. Je pense que là, c'est le soutien de l'Angleterre qui nous manquait. Eh bien, M. Dwatt, nous allons passer sur un autre sujet. On va aborder, c'est vrai que, comme je le disais, votre ouvrage est riche de faits historiques, d'informations. Et après avoir discuté de cet axe franco-russe, des relations franco-russes, on peut peut-être revenir un petit peu sur la monnaie, sur l'euro, si vous le voulez bien, que vous évoquez aussi dans certains chapitres de votre ouvrage. Alors, vous évoquez donc le rôle des États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale, à savoir que les menaces de signer une paix séparée avec l'Allemagne, et vous rappelez aussi l'intention du président américain Wilson d'imposer à l'époque 14 exigences, dont l'instauration du libre-échange en Europe. Alors, on parlera aussi de la création, bien sûr, de la Société des Nations.
Et il y avait 14 points, et au travers de ces 14 points, il y avait le souhait géostratégique du président Wilson de limiter l'influence de la France en Europe en privilégiant l'Allemagne, et notamment diluer les nations européennes. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces 14 points que je viens d'évoquer, qui finalement ont été acceptés à l'époque par Clémenceau, et les règles de communauté européenne de Jean Monnet? Est-ce qu'on peut y trouver un parallèle? Oui, oui, tout à fait. On peut y trouver un parallèle, d'autant plus que Jean Monnet, comme par hasard, était déjà là à cette époque-là. Jean Monnet était déjà aux côtés de Wilson à cette époque-là. Il intriguait déjà pour instaurer la Société des Nations et le libre-échange en Europe. Alors, traditionnellement, on nous dit toujours que la Société des Nations est l'ancêtre des Nations Unies. Moi, je m'inscris en faux là-dessus. Je pense que la Société des Nations n'est pas du tout l'ancêtre des Nations Unies. C'est plutôt l'ancêtre de l'Europe, de la communauté européenne. Tout simplement parce que à la Société des Nations, mais il était prévu un traité de libre-échange. Il y avait un des points de Wilson, alors je vais vous citer le point, mais c'était le retrait autant que possible de toutes les barrières économiques et l'établissement d'une égalité des conditions de commerce parmi toutes les nations, toutes les grandes nations, ainsi qu'une absolue liberté de navigation sur les mers. C'est un traité de libre-échange, une abolition des frontières économiques, un traité de libre-échange dans l'Europe. Et il était prévu un traité d'alliance entre un traité économique entre les États-Unis et l'Europe. Exactement comme ça s'est passé, ça fait penser au TAFTA. Oui, le fameux TAFTA. On voit que c'est le même procédé. Pour moi, c'est l'ancêtre de la communauté européenne. C'est pas du tout l'ancêtre. La Société des Nations n'est pas l'ancêtre des Nations Unies. Ça n'a rien à voir. Les Nations Unies, c'est pour maintenir la paix. Il y a la Chine, il y a tous les pays du monde dans les Nations Unies. Dans la Société des Nations, il n'y a pas tous les pays du monde, c'est l'Europe. C'est l'Europe et les États-Unis. Donc on voit que c'est pas du tout la même chose. Et puis comme par hasard, on voit qu'il y avait Jean Monnet. Jean Monnet était là. Jean Monnet était là, toujours présent, aux côtés de Wilson, et il sera là 30 ans après, enfin 40 ans après, pour le traité de Rome. Tout à fait. Donc le fameux parallèle, c'est le libre-échange, en fait. Voilà. Et Jean Monnet, Jean Monnet était un proche des Américains. Alors Jean Monnet, il y en a qui disent que c'est un agent américain. Alors je vous ai dit l'autre jour qu'il y a un article du Daily Telegraph qui est sorti alors je vais vous redonner la date. C'est un article du Daily Telegraph. Daily Telegraph, c'est un grand journal anglais. C'est un article du 19 septembre 2000 d'Ambrose Pritchard et qui montre que qui publie des archives déclassifiées du département d'État américain. Ce sont des archives déclassifiées qui ont été publiées donc en 2000 dans les Télégraphes et qui montrent que Jean Monnet et Robert Schuman surtout, SPAC, tous les grands tenants de la Joseph Ratzinger, tous les grands tenants du traité de Rome et de la communauté européenne, tous ces gens-là faisaient partie d'un think tank qui était financé par la Fondation Ford et la Fondation Rockefeller. Donc ce sont alors je ne vais pas dire que c'est des agents américains, mais ils étaient financés par les États-Unis. Bon, il faut bien se situer par rapport à l'époque. C'est une époque où on était très pro-américain. Moi, j'ai vécu cette époque-là, c'était les années 60. Vous vous rappelez des années 60 de ma génération? On voulait tous être américains à l'époque. Moi, on m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit c'est très bien. Bon, ben voilà, ils ont fait à la limite, moi, on m'aurait demandé de m'engager dans la CIA, j'aurais été, vous savez, on offrait des petits soldats américains, on jouait avec des petits soldats américains quand on était gosse, c'était cette époque-là. Moi, j'ai assisté à le premier pas de l'homme sur la Lune, on a vu ça en direct. Absolument. On était subjugués. Oui, tout à fait. Les Américains ont réussi une excellente propagande. C'était quelque chose effectivement d'assez impressionnant, voilà. C'est vrai. On ne savait pas que c'était fait avec notre argent. Donc voilà, on était vraiment subjugués. C'était un truc. Bon, on ne peut pas accuser ces gens-là d'être des traîtres, parce que il faut savoir qu'il y avait un résistant qui s'appelait Freinet, qui faisait partie de ce think tank. Un grand résistant. Donc vous voyez, c'est pas forcément Schuman. Je ne veux pas lui jeter la pierre. C'était des gens, ils ont été entraînés là-dedans, mais il ne faut pas nous raconter que l'Europe, c'est un concept français. C'est pas vrai. C'est un concept américain.
C'est un concept américain et les archives déclassifiées de la CIA l'ont montré. Oui. Et il se trouve dans ces archives déclassifiées, on a trouvé une note du département d'État qui a montré qu'en 1965, ce sont les États-Unis qui ont initié la monnaie unique. L'instauration de la monnaie unique en Europe a été initiée en 1965 par les Américains, comme par hasard, juste après que De Gaulle attaque le système Bretton Woods. Oui. Je vous ai parlé du système Bretton Woods la dernière fois. Quand De Gaulle a demandé remboursement de tous ses dollars en or, en faisant ça, il a complètement mis à bas tout le système Bretton Woods. C'est une catastrophe pour les Américains parce que le dollar s'est mis à s'écrouler. Quand tout le monde a demandé remboursement de ses dollars en or, les Américains n'avaient plus d'or pour rembourser. Et ça fait crouler le dollar. C'est ça qui a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Donc tout ça s'est passé en 1965. Et comme par hasard, cette note de la CIA a été retrouvée, elle date de 1965. Et elle montre qu'en 1965, juste après, c'est quelques mois après, les Américains ont demandé au vice-président de la Commission européenne de hâter les préparatifs pour la monnaie unique. C'est quand même curieux. Oui, il y a des donne, coïncidences. Oui, ça fait des coïncidences. On se dit, mais est-ce que les Américains n'ont pas fait ça pour, justement, en voyant que le dollar ne serait plus convertible en or, pour éviter qu'il y ait un retour à l'étalon or en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que De Gaulle avait recréé l'étalon or en France. Tout à fait. Et le franc est resté convertible en or jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que les Américains avaient peur de ça, d'un retour à l'étalon or en France, enfin surtout en Europe en général. Et il faut savoir que l'étalon or, ça a son importance, l'étalon or. Il ne faut pas oublier, l'étalon or, c'est quelque chose de très très important. Parce que l'étalon or, ça permet de limiter la création monétaire. Parce que lorsque vous avez un étalon or, vous avez une monnaie qui est convertible en or. Donc vous avez votre monnaie, vous êtes obligé de la convertir. Si elle est convertible en or, si quelqu'un vous demande de vous rembourser, vous êtes obligé de donner des lingots. Absolument. Donc il faut avoir des réserves d'or. Donc ça vous limite dans la création monétaire. Vous ne pouvez pas créer de la monnaie comme ça, comme on fait actuellement. Là, on fait de la création à tout va, comme font les Américains en ce moment. Là, ils n'ont plus d'étalons or, ils remboursent leurs dettes en créant de la monnaie. Oui. C'est de la fausse monnaie en fait. Ils remboursent la dette et les créditeurs se font arnaquer. Et donc ça limite. Si vous avez un étalon or, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. La création monétaire va rester limitée. Et cet étalon or, c'est un système français qui a été créé par Colbert, c'est très très vieux, qui a été repris par Bonaparte avec le fameux franc or, le franc Napoléon, dont on a parlé au cours de l'émission précédente. C'est typiquement français, cet étalon or, où on ne peut pas faire de création monétaire illimitée. Tout à fait. Mais les Anglo-Saxons détestent ça. Ils détestent ça parce qu'ils ont besoin d'une création monétaire. Effectivement, c'est pas leur culture et surtout. Oui, ils font tout pour dénigrer l'or. L'or, c'est pour eux, l'or n'est qu'un métal. C'est comme le fer, c'est comme le nickel. Enfin, ils veulent que ce soit comme ça, mais ils savent très bien qu'eux, dans leur coffre-fort, ils ont de l'or. Ils savent très bien ce que ça vaut, l'or. Oui, tout à fait. Alors, on rappellera pour les étudiants qui nous écoutent que, effectivement, la planche à billets, la création de monnaie de manière illimitée engendre notamment de l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, cette référence à l'étalon or est importante. Et puis, on dira aussi qu'actuellement, on n'a plus, l'euro n'est pas aligné sur un étalon or. Non, tout à fait. Effectivement, tout à fait. donc ça c'est important de le souligner. Oui, on l'a caché à tout le monde. Personne ne le sait, ça. Tout à fait. Que le franc était convertible en or il n'y a pas très longtemps. Depuis qu'on est passé à l'euro, on a un euro qui n'est pas convertible en or. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, la création de monnaie, finalement, se fait par les banques elles-mêmes, par les organismes financiers qui créent X fois la monnaie. Alors, je crois qu'ils ont le droit de créer jusqu'à 60 fois les réserves qu'ils possèdent. Je ne suis pas économiste, mais c'est énorme. Alors, en plus, ils investissent ça dans des produits dérivés avec un effet de levier. Mais il y a des risques, ça provoque des risques considérables. Je veux dire, si jamais ils se plantent sur un coup, ça va créer un crack mondial pire que celui de 2008. Ça va être une catastrophe. Tout à fait. D'ailleurs, bon nombre d'économistes s'attendent malheureusement à un nouveau crack financier, avec ces bulles dont on vient de parler. Alors,
Oui, donc vous évoquez tout Jean Monnet, Robert Schuman dans votre ouvrage. Vous avez parlé également de Spaak, Rettinger, qui étaient des agents finalement qui travaillaient quelque part pour les États-Unis via la CIA. Hein. Je suppose que bien évidemment vous êtes forcément appuyé sur des éléments factuels hein, pour écrire dans votre ouvrage cette information. Ben, c'est le Daily Telegraph. Oui. C'est le Daily Telegraph, c'est un grand journal, c'est quand même c'est l'équivalent du Monde. Hein. Oui. Le journaliste, c'est Ambrose Pritchard. L'article est consultable sur Internet, on peut le voir. Hein, il est consultable. Alors, il se trouve qu'il y a, il y a un politicien, François Asselineau, qui se présente justement aux élections. Qui était président. Et il en parle dans son blog. Et il a publié un article d'Historia, parce que dans Historia, ils en parlent. Il y avait un article d'Historia où ils en parlaient. Et il se trouve, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais Historia aurait fait retirer l'article. Je ne sais plus de quand il est cet article. Historia aurait fait retirer cet article et aurait obligé Asselineau à ne pas en parler. Et donc du coup, Asselineau a dû retirer l'article de son blog. Ouais. Mais l'article a été publié. Ça a été repris par Historia. On sait que le think tank existait et il y avait Jean Monnet dedans, il y avait tous ces gens-là dedans, il y avait Robert Schuman, tous ces gens-là. Mais encore une fois, je vais vous dire, il y avait aussi des résistants dedans, il y avait des gens honnêtes. Bien sûr. Et nous, on aurait très bien pu être dedans. À l'époque, on voulait tous être américains. C'était une autre époque. C'est vrai qu'il y avait une admiration. Mais moi, la conclusion que j'en tire, je ne sais pas pour dire que ces gens-là étaient des traîtres, c'est pour dire que il ne faut pas nous raconter que l'Europe, la communauté européenne est un concept français. Ce n'est pas vrai. L'Europe de Jean Monnet, c'est un concept américain. Voilà. Absolument. Voilà. L'Europe à la française, c'est plutôt l'Europe de Bonaparte, c'est plutôt le franc germinal avec l'union monétaire, qui n'était pas tellement européenne d'ailleurs, qui allait au-delà de l'Europe, qui allait dans l'Amérique du Sud, qui allait un peu partout, qui était même jusqu'en Russie. Qui était presque mondial. Hein, le français est très universaliste. Hein, on n'est pas un pays renfermé, parce que notre Europe à nous, c'est pas notre Europe. Hein, l'Europe qu'on nous impose actuellement, qui n'est pas démocratique, elle est très renfermée. C'est une Europe de blancs. Hein, aucun pays du Sud n'en fait partie. Les Russes en sont écartés, les Turcs aussi. C'est vraiment spécial. Quoi. Je dirais pas que c'est raciste, mais on dirait que c'est presque. Pourquoi des pays comme l'Algérie, on est quand même proche des Algériens, quand on a un passé commun, c'est des gens qui ont combattu pour nous. Hein, moi je le dis dans mon livre, et j'explique les armées, les tirailleurs sénégalais se sont battus pour nous. Il y a plein de gens en Afrique ou dans les autres continents qui aiment la France, c'est des gens qui aiment la France. Hein. Ils ont donné leur vie. Moi, je dis qu'ils sont français par le sang. On leur doit quelque chose à ces gens-là. Ouais. Bon, pourquoi tenir ces pays écartés et se renfermer sur une Europe qui en fait sert d'instrument de prédation, puisque c'est quoi? On se renferme sur nous-mêmes pour utiliser, parce que tous les pays d'Europe, évidemment, sont obligés d'adhérer à l'OTAN. Ça aussi, hein. Il y a un article du traité de Lisbonne qui oblige tous les pays d'Europe à appliquer la politique de l'OTAN. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent. On est obligé. Si vous adhérez à l'Europe, on vous oblige avant à participer à adhérer à la politique de l'OTAN, c'est-à-dire une politique pro-américaine, une politique de pillage. Hein, parce que tout à fait. On bombarde on bombarde la Libye, on subventionne le terrorisme en Syrie, on fait pas que des belles choses avec l'OTAN. Hein. On déclenche des guerres en Ukraine. Bon, c'est pas. Et c'est notre président. C'est pas une politique universaliste, l'OTAN. Notre président Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, dans l'OTAN, une petite parenthèse. L'OTAN. Il n'y a pas de pays du Sud dans l'OTAN. Il n'y a pas de pays du Sud. Il faut regarder la liste. Amusez-vous à regarder la liste des pays de l'OTAN. Vous allez voir. Il n'y a pas de pays du Sud. Hein, c'est spécial l'OTAN, hein, c'est un pays, c'est une organisation vraiment spéciale. Bien spéciale. D'ailleurs, De Gaulle est sorti de l'OTAN. Tout à fait. De Gaulle avait claqué la porte à l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy qui nous y a réintégré. D'ailleurs, De Gaulle n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Non seulement il a quitté l'OTAN, mais il a construit l'arme nucléaire pour la France pour être indépendant de la force nucléaire américaine, ce que les Anglais n'ont pas accepté. Les Anglais ont accepté les armes nucléaires américaines, ils ont eu tort, parce que maintenant ils sont dépendants des armes américaines.
De Gaulle, non seulement a quitté l'OTAN, mais il a fermé les bases américaines. Il y avait des bases militaires américaines en France. Mhm. Il les a toutes fermées, il a chassé les Américains. Il faut savoir que tous les Américains ont 900 bases dans le monde, 900 bases militaires. Et il a inauguré la défense tous azimuts. C'est-à-dire que les missiles français étaient orientés la moitié vers la Russie et l'autre moitié vers les États-Unis. Défense tous azimuts. Donc il n'y avait pas d'histoire. Oui. Et ça, les Américains ne l'ont pas pardonné. C'est vrai. Alors, l'émission touche à sa fin. Il nous reste 2 minutes. On a peut-être le temps d'évoquer les conséquences de la monnaie unique, comme vous le développez dans votre ouvrage, peut-être de manière très, très succincte, de cette fameuse monnaie unique, l'euro. Les conséquences de l'euro. Oui, mais c'est les conséquences de l'euro. Je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois. C'est le fait que l'euro est calculé sur la monnaie allemande, en fait. C'est un marque surévalué, oui, tout à fait, qui a été calculé en fonction des Allemands, hein, qui profitent essentiellement, qui gênent toute l'industrie européenne, parce que l'euro est calculé avec une inflation très basse, un taux d'inflation très bas, donc une monnaie très forte, donc des exportations très faibles. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Oui, tout à fait. Des exportations très faibles, sauf évidemment pour les pays du Nord, comme l'Allemagne, la Suède, qui arrivent à exporter parce qu'ils ont une industrie de luxe. Oui, tout à fait. Mais pour les pays du Sud, nous, on commence à faire partie des pays du Sud, en fait. Hein. À part notre industrie de luxe, hein, à part nos TGV. Absolument, avec la désindustrialisation. Et nos parfums. On ne peut pas vendre nos voitures, par exemple. On a du mal. Oui. Donc c'est pas une monnaie, c'est pas une monnaie qui a été calculée pour nous. Voilà. Loin de là. Voilà. Eh bien, merci, Monsieur Douat. Donc, je rappelle que votre ouvrage est disponible en librairie.